Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Plus de 25% des suffrages aux législatives du 12 avril au coude à coude avec la majorité présidentielle. La NUP devrait s'imposer comme la principale force d'opposition à l'Assemblée nationale après le second tour du 19 avril. Pourtant, cette coalition, regroupant autour de Jean-Luc Mélenchon insoumis, verts, socialistes et communistes, a été créée moins de 2 mois plus tôt. Cet épisode de Code Source est raconté par 2 journalistes du service politique du Parisien, en charge de la gauche, Jannick Halimi et Julien Dufay. En 2021, le samedi 17 avril, plusieurs personnalités de gauche se réunissent à Paris dans un hôtel à l'invitation du Vert Yannick Jadot. L'idée est de s'unir pour la présidentielle 2022. Il y a les socialistes Anne Hidalgo et Benoît Hamon. Jannick Halimi, au-delà de cette photo, que va donner cette réunion ? Eh bien, pas grand-chose, justement. Très vite, les choses tournent court et on se rend compte d'abord que la France insoumise, qui n'avait pas été représentée par Jean-Luc Mélenchon, évidemment, n'est pas du tout prêt à signer un rapprochement et encore moins une union. Et même les socialistes, les communistes, ainsi que les écologistes, qui étaient plutôt avec Jadot à la manœuvre dans cette réunion, en fait, vont vite la jouer cavalier seul. Aucune des personnalités présentes, aucun parti rassemblé ne semble vouloir céder sa place, alors même qu'aucun d'entre eux ne dépasse la dizaine de % d'intention de vote aujourd'hui. Et puis il y a aussi des divergences idéologiques autour de l'Europe ou encore de la laïcité. Bref, vous l'aurez compris, ce rassemblement n'est que le début d'une première étape de ce qui s'apparente à un chemin de croix. Julien Dufay, au printemps 2022, la campagne présidentielle vire au cauchemar pour la candidate socialiste Anne Hidalgo, alors que Jean-Luc Mélenchon rassemble massivement dans ses meetings. Oui, c'est une campagne cauchemardesque pour la socialiste Anne Hidalgo qui ne va cesser en fait de dégringoler dans les sondages. Elle va finir par faire appel à des figures historiques du parti, Bernard Cazeneuve, François Hollande. Pour Jean-Luc Mélenchon qui est parti très tôt, il est parti 18 mois avant le premier tour. Il va y avoir une vraie dynamique qu'on va notamment constater à partir de janvier, à partir du moment en fait, où il va faire des meetings, des grands meetings qui vont rassembler et où il va avoir ce vrai talent qu'on lui connaît pour imposer ses thèmes et qui va cristalliser le vote utile dans les tout derniers jours de la campagne et ce qui va lui permettre de réussir ce premier tour. Le dimanche 10 avril, c'est le premier tour de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon termine 3e derrière les 2 qualifiés, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le leader insoumis rassemble près de 22% des suffrages. Nous avons une stratégie, le pôle populaire. Nous avons un programme. Nous avons devant nous d'autres élections. Nous tiendrons à chaque étape notre rang. 9 jours plus tard, le mardi 19 avril, Jean-Luc Mélenchon est l'invité de BFM TV et il trouve son mot d'ordre pour la campagne des législatives qui débutent. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Il demande aux Français de voter pour une majorité de députés de son mouvement, l'Union populaire, afin que le futur président soit dans l'obligation d'accepter une cohabitation et de nommer Premier ministre le leader de cette nouvelle majorité. Au soir du second tour, le dimanche 24 avril, Jean-Luc Mélenchon appelle à un 3e tour de la présidentielle. Le 3e tour commence ce soir. Les 12 et 19 juin ont lieu les élections législatives. Vous pouvez battre M. Macron et choisir un autre chemin. Jannick Halimi, en résumé, que dit Jean-Luc Mélenchon le 24 avril à la tribune ? Tout d'abord, il dit clairement que la défaite de Marine Le Pen est une très bonne nouvelle, c'est quelque chose d'acquis et il dit qu'Emmanuel Macron est très mal élu, au regard notamment de l'abstention où il lui retire ainsi une part de légitimité démocratique et il se positionne comme le futur Premier ministre de la cohabitation. Il va lancer véritablement une dynamique là aussi inédite pour la gauche dans cette histoire des institutions. Jannick Halimi, à ce moment-là, des discussions débutent entre les insoumis et les autres partis de gauche, notamment les écologistes et les socialistes. pour concrétiser ce que lançait Jean-Luc Mélenchon après le second tour de la présidentielle, c'est-à-dire être un Premier ministre de cohabitation. Il lui faut bien évidemment une assise à l'Assemblée nationale et une assise parlementaire. Et c'est pour cette raison qu'il a décidé de tendre la main et de rassembler l'ensemble des partis de gauche. Il décide de les consulter les uns
après les autres, en bilatéral. Le vendredi 29 avril, le PS ouvre la voie à un rapprochement avec la France insoumise après 3 jours de discussion, en disant accepter plusieurs propositions importantes, comme l'augmentation du SMIC à 1 400 € net par mois, la retraite à 60 ans, la planification écologique ou encore l'instauration d'une 6e République. Mais quelques heures plus tard, le même jour, coup de théâtre, Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, annonce la suspension des discussions. Le rapprochement tout de même très rapide entre les socialistes et les insoumis ont provoqué évidemment énormément d'interrogations et de frictions au sein du Parti socialiste, en raison notamment des divergences sur le fond, notamment avec l'Europe, dont on sait que la France insoumise est plutôt extrêmement critique et que les socialistes sont plutôt favorables. Donc il y a eu aussi le découpage électoral des investitures que proposait la France insoumise aux socialistes. Très rapidement, la France insoumise gardait pour elle 326 circonscriptions et n'en proposait que 70, dont une trentaine de gagnables au Parti socialiste, ce qui était très difficile à digérer de la part du parti. Voilà pourquoi Olivier Faure a fait une petite marche arrière en suspendant les négociations. Le dimanche 1er mai, le soir, les Insoumis et Europe Écologie Les Verts, Julien Dufay, annoncent avoir trouvé un accord. Oui, c'est un accord qui attribue d'abord 100 circonscriptions aux écologistes et qui acte que tous les candidats, qu'ils soient insoumis, écologistes, socialistes ou communistes, se présenteront sous une même bannière. Donc c'est la bannière de la NUP ou la NUPES ou la NUPS, c'est-à-dire la nouvelle Union populaire, écologiste et sociale. Et donc, ils s'accordent aussi sur des priorités programmatiques. Et sur l'Europe, qui était vraiment la pomme de discorde entre les insoumis et les écologistes, ils parviennent à s'entendre. Pas de sortie de l'Union européenne ou de l'euro, mais la possibilité de désobéir à certaines règles européennes en cas de blocage pour appliquer le programme. Jannick Halimi, le mardi 3 mai, le Parti communiste annonce rejoindre cette nouvelle Union populaire écologiste et sociale, la NUP, et le lendemain, le mercredi 4 mai, c'est au tour du Parti socialiste. Le rapport de force politique généré par la dynamique présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon et ses près de 22% de voix, et puis aussi le fait que Jean-Luc Mélenchon était la figure de la gauche, que ne sont pas arrivés à incarner ni le Parti communiste, ni le Parti socialiste, ni les écologistes d'ailleurs, ont fait que communistes et socialistes ont reconnu que sans l'Alliance, ils étaient encore moins qu'avec l'Alliance en termes électoraux et lors des futures législatives, et ont décidé de toper avec les insoumis. Jannick Halimi, cette alliance, cette union, c'est quelque chose d'inédit ? Jamais la gauche, jamais, quels que soient les partis qui la composaient, ne s'étaient réunis avant le premier tour, quelles que soient les élections. Et deuxièmement, ce qui en fait aussi un accord historique, lorsqu'il y a eu alliance jusqu'à présent, c'était toujours derrière le parti le plus modéré. Là, on voit au contraire que l'alliance s'est faite derrière le parti le plus radical, en l'occurrence la France insoumise. Dans les heures qui suivent, plusieurs cadres importants du PS, comme l'ancien président François Hollande ou l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, disent publiquement leur colère. François Hollande estime que le programme économique proposé par la France insoumise est infaisable. Le programme de la NUP est le problème principal, parce que pour que les Français adhèrent à une solution alternative à celle qui est aujourd'hui appliquée, c'est-à-dire celle d'Emmanuel Macron, demain celui qui lui succédera, il faut absolument qu'il y ait un programme qui puisse être appliqué et applicable. Il estime aussi que l'accord électoral est totalement déséquilibré de toute façon. Monsieur Cazeneuve, qui a été le dernier Premier ministre de François Hollande, va encore plus loin, j'allais dire, puisqu'il claque la porte du Parti socialiste. Et d'ailleurs, ces deux voix vont faire le lit de campagne de dissidence par rapport au PS et par rapport à la NUPS. Le samedi 7 mai, les principaux membres de la NUP sont réunis à Aubervilliers près de Paris. Jannick Halimi, que dit Jean-Luc Mélenchon à la tribune ? Il dit deux choses. Il dit que c'est une page de l'histoire qui s'écrit là pour les raisons qu'on a signalées tout à l'heure. Je sais qu'à cette heure, nous sommes en train, bien sûr, d'écrire une page de l'histoire politique de la France.
Deuxièmement, il marque profondément de son empreinte ce que doivent porter les 577 candidats et peut-être lui en tant que Premier ministre, c'est-à-dire incarner une gauche de rupture, une gauche radicale, et les autres leaders de gauche qui sont derrière lui n'ont plus qu'à applaudir. Et que dit Olivier Faure, le socialiste, justement, à la tribune? Il appelle les socialistes à la résistance, à la Macronie, à la droite, à l'extrême droite. Qui sont les vrais sauvages dans ce pays? Est-ce que ce sont ceux qui, comme Manuel vient de le dire, veulent penser qu'un autre monde est possible, ou celles et ceux qui font tout pour que ce monde reste ce qu'il est, que ceux qui exploitent la planète, les gens, restent à leur place et que nous n'ayons pas, nous, la possibilité de changer la vie des gens? Qui sont les sauvages? Eh bien, moi, j'ai choisi. Il se met totalement dans la foulée de Jean-Luc Mélenchon. Il espère ainsi poser les premiers jalons d'une reconstruction du Parti socialiste dont la prochaine pierre devrait être à la fin de l'année ou en début d'année prochaine, le congrès auquel il se présentera probablement et qu'il espère bien remporter. Jannick Halimi, est-ce qu'on sait quel est le rapport de force aujourd'hui au sein du Parti socialiste? Est-ce qu'il y a plus de socialistes qui sont pour aller avec les Insoumis ou pour rester indépendants? Si on se réfère tout simplement au dernier congrès de septembre dernier avant le lancement de la présidentielle et également à ce qui s'est passé au sein du Conseil national entre les deux tours de la présidentielle par rapport à l'accord qui devait être signé ou pas avec la France insoumise, le rapport grosso modo est 2/3 en faveur de la ligne, en tout cas de la stratégie incarné par Olivier Faure et donc son rapprochement avec la France insoumise, et 1/3 donc d'opposition, de critique, de distanciation, tant avec la ligne qu'avec la stratégie d'Olivier Faure, et donc pour une incarnation d'une social-démocratie. La France insoumise représentera la NUP dans plus de 320 circonscriptions, Europe Écologie Les Verts dans 100 circonscriptions, le PS dans 70, 50 pour les communistes. Julien Dufay, dans les heures qui suivent, la campagne de la NUP est perturbée par le choix d'un candidat très critiqué dans le département du Rhône, le journaliste militant Taha Bouafs. Oui, il devait être investi donc dans une circonscription du Rhône, celle de Vénissieux. Et en fait, dans la nuit du 9 au 10 mai, il va annoncer dans un message qu'il abandonne à cause de la tempête d'attaques qu'il subit depuis des jours. Mais en fait, le lendemain, le 11 mai, on apprend, suite à des révélations de Mediapart et de BFM, que en fait, la véritable raison, c'est qu'il fait l'objet d'accusations de violence et de harcèlement sexuel et que la France insoumise allait de toute façon le débrancher. Jannick Halimi, un autre cas particulier pose problème. C'est celui de la 15e circonscription de Paris, dont la candidate sortante est une élue socialiste, Lamia El Aharaj. Or, la France insoumise veut à tout prix investir sa candidate à elle, qui s'appelle Danielle Simonet, qui est la conseillère de Paris de cette circonscription. Finalement, la poire est coupée en deux, ou en tout cas, la poire reste complète, si je puis dire, puisque et Danielle Simonet et Lamia El Aharaj pour le Parti socialiste vont se présenter sans qu'il y ait véritablement de contentieux en tant que tel de la part du Parti socialiste. Ce n'est pas une dissidente. L'accord a été tranché dans ce sens-là. Les deux candidates seront investies. Au-delà des cas particuliers, j'imagine que la désignation des candidats a été compliquée dans beaucoup de circonscriptions. Pour le Parti socialiste notamment, ça a créé énormément de frictions qui sont incarnées par un phénomène de dissidence extrêmement important. Il y a une 60aine de candidats dissidents socialistes qui présagent peut-être soit d'exclusion, soit carrément d'une implosion de la part du Parti socialiste dans les mois qui viennent. Julien Dufay, la NUP, y compris avec ses divisions, est l'un des événements marquants de cette campagne qui ne semble pas passionner ni les journalistes ni le reste de la population. Il y a quelque chose de paradoxal, on voit dans les études d'opinion, que les Français à la fois jugent qu'avec cette irruption de la NUP, il y a de l'enjeu, mais en même temps, les premières études montrent que l'abstention va être forte. Elle va peut-être même être plus forte qu'en 2017 où elle avait déjà atteint un niveau record de 51,3%, ce qui montre que la mobilisation est encore loin d'être jouée à ce moment-là. Jannick Halimi, dans un premier temps, comment réagit le président réélu Emmanuel Macron ? Le président réélu ne prend pas du tout cette alliance au sérieux. Il est certainement encore nourri de la division électorale et surtout sur le fond de la gauche depuis au moins 2017 et sur l'ensemble de son quinquennat. Donc il prend ça totalement à la légère. Le jeudi 19 mai, Jean-Luc Mélenchon, le socialiste Olivier Faure ou encore Julien Bayou pour les Verts sont réunis à Paris pour dévoiler leur programme commun. Oui, donc il présente un document de 650 mesures qui sont regroupées en 8 grands chapitres.
Et donc, il y a les priorités qu'on retrouve, qui font consensus. Le SMIC à 1 500 €, le retour à la retraite à 60 ans pour tous, le blocage des prix sur les produits de première nécessité, ou alors l'instauration du référendum d'initiative citoyenne, le RIC. Mais sur ces 650 propositions, ils reconnaissent que 33 d'entre elles sont dites en nuances. C'est leur terme qui, en fait, veut dire qu'ils sont en désaccord. Alors, ces points de friction, il y a le nucléaire. Les communistes sont pro-nucléaire, les autres veulent sortir du nucléaire. Il y a l'OTAN, LFI veut sortir du commandement intégré de l'OTAN alors que le PS veut y rester. Il y a la suppression des stocks options qui sont contestés par le Parti socialiste ou encore la nationalisation des banques. Là aussi, le Parti socialiste n'est pas d'accord. Sur ces points de désaccord, qu'est-ce qui est décidé ? En fait, on renvoie à l'Assemblée et donc au débat à l'Assemblée. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon explique que les députés qui seront élus sous la bannière NUP conserveront à l'Assemblée leur liberté de vote et donc ils pourront trancher ces désaccords. Le vendredi 3 juin, le président Emmanuel Macron accorde une longue interview à la presse quotidienne régionale dont fait partie Le Parisien avec ses éditions en Ile-de-France et il attaque Jean-Luc Mélenchon en le renvoyant dos à dos à Marine Le Pen avec cette phrase, je cite, « Le projet de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen, c'est le désordre et la soumission ». Yannick Halimi, est-ce qu'à ce moment-là, Emmanuel Macron commence à redouter un bon score de l'alliance de la gauche aux législatives ? Écoutez, effectivement, il a enfin pris conscience de la menace que représentait pour sa majorité potentielle l'Alliance de la gauche. Il a effectivement décidé de sortir du bois par le biais d'interviews phares comme celle qu'il nous a donnée, et également par des sorties, des déplacements partout sur le territoire. Julien Dufay, à ce stade, est-ce que les sondages sont encourageants pour la NUP ? Oui, ils sont encourageants. Quand on regarde les résultats globaux, c'est-à-dire à l'échelle de la France entière, la NUP et la majorité présidentielle sont vraiment au coude à coude. Elles sont entre 26 et 28% des voix. Et même dans plusieurs sondages, la NUP passe devant la majorité présidentielle. Alors, la difficulté, c'est que les législatives, ce sont 577 élections. Et en projection de sièges, on voit que la NUP reste derrière la majorité présidentielle avec entre 150 et 230 sièges, suivant les projections. Alors que pour Ensemble, c'est-à-dire la majorité présidentielle, on est entre 250 et 350. Ce qui veut dire que, quand même, selon les hypothèses basses, la majorité présidentielle n'a aucune certitude quand même d'avoir une majorité absolue qui lui permettrait de gouverner de manière tranquille, si on peut dire. Le dimanche 5 juin, les Français de l'étranger votent pour le premier tour des législatives et les candidats NUP réalisent de bons résultats. Oui, donc sur ces 11 élections qui étaient assez scrutées puisqu'elles ont valeur de test, les candidats NUP se maintiennent au second tour dans 10 d'entre elles. C'est 2 fois mieux qu'il y a 5 ans, donc c'est une première indication sur la mobilisation autour de la NUP. Et c'est clairement un signal d'avertissement pour la majorité. Il est presque 20h et maintenant, dans moins de 30 secondes, vous connaîtrez les premières estimations de notre partenaire Ipsos Sopra Steria. Quelle force politique va arriver en tête de ces élections législatives ? On en arrive au premier tour des élections législatives le dimanche 12 avril. Scrutin marqué d'abord par une forte abstention. Plus de 52,5% des Français n'ont pas été votés. Julien Dufay, la NUP rassemble plus de 25% des suffrages au niveau national. C'est la NUP, 25,2% des voix qui arrivent en tête, ex aequo, avec Ensemble, l'alliance autour d'Emmanuel Macron. Au coude à coude avec Ensemble, qui regroupe la majorité présidentielle. Oui, c'est vraiment très serré entre ces deux formations. Il y a d'ailleurs un débat sur qui arrive devant. C'est symboliquement important de le savoir, même si pour l'instant, officiellement, c'est Ensemble. Mais la NUP réalise quand même une très belle performance, puisque elle rivalise avec le parti majoritaire. En projection, la NUP, pour le second tour, aurait entre 150 et 190 députés élus, tandis qu'Ensemble en aurait entre 255 et 295. La question est de savoir s'ils auront la majorité absolue, ce qui n'est pas encore certain et ce qui est même peut-être compromis. Yannick Halimi, que dit Jean-Luc Mélenchon dans sa première réaction au soir du premier tour ? Alors sur le fond, Jean-Luc Mélenchon prend acte de la victoire de la NUP, puisqu'il constate que la NUP s'est arrivée en tête dans plusieurs centaines de circonscriptions. La nouvelle Union populaire, écologique et sociale est fière d'avoir rendu possible son programme. Elle regarde le peuple français avec la tranquillité du travail accompli et d'une perspective radieuse qui se présente à lui.
deuxième point de son intervention. Il estime que être élu, comme il dit, à Matignon à l'issue du second tour de la semaine prochaine est tout à fait possible encore. Et donc c'est un ton à la fois sérieux, grave et combatif. Il dit que c'est possible, mais selon vous, est-ce que ça l'est réellement ? Au regard des projections dont on a parlé en termes de sièges, y compris les plus favorables, pour la NUPES, ça paraît extrêmement compliqué. En revanche, ce qui est sûr aussi, et quelles que soient les projections, y compris les plus mauvaises pour la NUPES gardera un pouvoir de nuisance avec laquelle la Macronie va devoir composer ou auquel la Macronie va être confrontée. Comment réagissent les autres membres de la NUP ? Alors les autres membres de la NUPES réagissent de façon modérée. Les trois autres partis phares de l'Alliance tiennent bien sûr des discours, tout de même des propos relativement satisfaisants, mais tous ne sont pas logés à la même enseigne. La France insoumise d'abord est le parti de la NUPES qui se taillera la part du lion. Les projections montrent que la France insoumise pourrait avoir entre 96 et 115 députés. Ce qui est énorme puisque la France insoumise ne compte que 17 députés dans l'Assemblée sortante. L'autre grand gagnant, toutes choses égales par ailleurs, ce sont les Verts qui étaient absents de l'Assemblée nationale et là qui vont faire une entrée probable dans l'hémicycle avec 20 à 30 députés, donc ce qui leur permettra d'avoir un groupe. Pour avoir un groupe, il faut avoir 15 députés à l'Assemblée nationale et puis, entre parenthèses, des fonds publics dont les Verts ont bien besoin. Et puis restent les socialistes et les communistes qui, eux, ne peuvent espérer que rester à peu près à l'étiage qui est le leur aujourd'hui, c'est-à-dire entre 21 et 29 pour les socialistes qui en ont 29 aujourd'hui et 10 à 15 pour les communistes qui en ont à peu près autant dans l'Assemblée sortante. Julien Dufay, évidemment, il faudra voir ce que va réellement donner le second tour, mais si on se fie aux projections, est-ce qu'on peut dire que Jean-Luc Mélenchon a réussi son pari ? Alors ça dépend de quel pari on parle. Le pari Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, sur lequel il a lancé véritablement sa campagne et qui est devenu un slogan et qui est très, très mobilisateur, il faut le dire, il paraît aujourd'hui difficile. Il aurait fallu un nombre de députés qualifiés au second tour de la NUP beaucoup plus important que celui qui est sorti des urnes hier. Mais on va dire que son pari personnel de reprendre le leadership sur la gauche et ensuite d'arriver à autour de lui former cette coalition de la NUP qui est quand même inédite à bien des égards, et ben là-dessus on voit que ça a réussi, que les électeurs ont répondu présent, qu'ils l'attendaient peut-être depuis longtemps et que le fait d'avoir un candidat unique dans chaque circonscription permet à la gauche quand même de réussir ce premier tour des législatives. Jannick Halimi, au-delà de Jean-Luc Mélenchon, c'est un bon résultat pour la NUP ? C'est un excellent résultat pour une alliance qui s'est faite de façon très inattendue, de façon très rapide. La NUP s'annonce comme une force parlementaire. Ils vont profiter de cette force parlementaire pour s'appuyer sur la rue, pour s'appuyer sur les syndicats et pour faire de cette opposition parlementaire, la première probablement à l'Assemblée nationale, un levier de contestation sociale et politique beaucoup plus large. Merci à Jannick Halimi et Julien Dufay. Toute l'actualité de ces élections législatives est à retrouver sur leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été préparé avec Lola Sotti, production Clara Garnier-Amouroux et Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter @codesource ou nous écrire codesource@leparisien.fr.